Quand on pense au Japon, l'une des premières images qui nous vient en tête à tous, je pense, c'est les samouraïs. Ces guerriers légendaires équipés de leurs armes mythiques, qui ont façonné l'histoire japonaise depuis des siècles et qui continuent encore de la fasciner aujourd'hui d'ailleurs. Mais la vraie question à se poser dans cette vidéo, c'est qui étaient vraiment les samouraïs? Et surtout, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que oui, ils ont disparu aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Aujourd'hui, plonge ensemble dans l'histoire fascinante des samouraïs pour voir tout ça. Vous êtes prêts? C'est parti! Chapitre 1. Les origines des samouraïs. Pour comprendre les samouraïs, il faut revenir un peu dans le passé, même beaucoup. Avant tout ce qui était les armures laquées, les katanas très bien forgés, avant tout ça. Avant tous les récits d'honneur des samouraïs, il y avait un Japon en construction, et qui était encore très morcelé. On est au 8e siècle, et le pays est officiellement dirigé par l'empereur. Une figure quasi divine, entourée de nobles savants, de moines bouddhistes et de bureaucrates aux très longues manches. Sur le papier, tout semble organisé, mais en réalité, en dehors de la capitale impériale Heian-kyo, qui est l'actuel Kyoto, le pouvoir de l'état central se dilue très rapidement. Les terres sont vastes, couvertes de montagnes, de forêts épaisses, de vallées isolées, bref des régions entières échappant au contrôle direct de la cour impériale. Et quand on est un noble, avec des hectares et des hectares de rizières et de villages à protéger, on commence à se demander quelque chose. Qui va défendre mes terres pendant que la cour débat de poésie? Et c'est là que justement entrent en scène les premiers guerriers à gages. Parce que oui, on parlait pas encore de samouraïs à cette époque-là. À l'origine, c'était des simples mercenaires, des hommes d'armes qui étaient recrutés pour protéger un village ou une rizière. Parfois, ils servaient aussi de main armée pour régler les conflits sur certains territoires. C'était une époque où c'était pas forcément encore très glorieux ou très codifié. Mais au fil des décennies, ces groupes de combattants commencent à s'organiser, ils obtiennent des terres, forment des alliances et même mettent en place quelques traditions. C'est là que les choses vont vraiment commencer, parce que ils deviennent vite indispensables à la société japonaise. C'est là qu'on commence à parler de saboru. C'est un mot qui, littéralement en japonais, veut dire servir. Parce que c'était là leur rôle, ils étaient payés pour servir un maître. Et c'est de ce mot, saboru, que découle samouraï. Là où les samouraïs commencent vraiment à se distinguer, c'est vraiment dans leur approche à leur arme, le fameux katana. On ne parle pas ici d'une simple épée utilitaire. Le katana, c'est vraiment autre chose. C'est une extension du corps, une extension même de l'âme de son porteur. Une arme forgée avec une minutie quasi spirituelle, selon des techniques transmises de génération en génération. Des maîtres forgerons qui y consacrent des semaines, parfois même des mois, des années, dans des ateliers silencieux. Chaque coup de marteau résonne comme un mantra. Dites-vous que son tranchant est si précis qu'il peut fendre une tige de bambou sans aucun effort. Et dans cette maîtrise du feu et de l'acier, le Japon médiéval voit plus qu'un outil de guerre. Il voit vraiment là un symbole. Et c'est pourquoi le katana deviendra bien plus qu'une arme. Il incarne l'âme du samouraï. On disait même que perdre son katana, c'était un peu comme perdre son honneur. Et dans un monde où l'honneur commence à devenir plus importante que la vie elle-même, cette arme devient plus que sacrée. Je trouve que ça reste quand même très fascinant de se dire que l'image du samouraï stoïque, katana à la main face au vent, sous un cerisier en fleurs, vient en fait d'un simple besoin de protéger ses terres, et de mercenaires, qui sont spécialisés, et surtout codifiés. Et c'est justement grâce à ces codes qu'ils vont devenir une classe à part, une classe d'élite, qui va bientôt faire ses preuves et surtout grandir sur le Japon. Chapitre 2. Le rôle des samouraïs dans l'histoire japonaise. Pour vraiment comprendre le rôle des samouraïs dans l'histoire japonaise, il faut d'abord que vous vous débarrassiez de l'image que vous avez d'eux. C'était pas un guerrier solitaire en chasse d'honneur, comme on peut voir dans les films. La vérité, c'est que les samouraïs ont été le pilier pouvoir au Japon pendant plus de 7 siècles. Tout commence au XIIe siècle, on est en 1185, et deux grandes familles, les Taira et les Minamoto, se livrent une guerre sans merci. À la fin de cette guerre, c'est les Minamoto qui l'emportent. Et leur chef, Minamoto no Yoritomo, obtient le premier titre de shogun. Il faut vous dire quelque chose, c'est que le shogun, c'est pas juste un chef militaire, c'est LE chef. Le Japon devient ce qu'on appelle un bakufu, dictature militaire dirigée par les samouraïs, avec l'empereur relégué au simple rang de marionnette cérémoniale. Et là on entre dans un autre monde. Ce sont les samouraïs qui rendent justice, collectent les impôts, contrôlent les routes, les récoltes et les armées. Ils deviennent vraiment une classe dirigeante, certains étudient le bouddhisme zen, d'autres la calligraphie ou la poésie chinoise. Parce que oui, un samouraï, c'est pas juste un bon combattant. Il devait aussi être cultivé, c'était même une partie du prestige. Mais cette stabilité, elle est fragile. À partir du 15e siècle, il y a un peu tout qui change. On rentre dans une nouvelle ère, l'ère du Sengoku, communément traduit l'ère des provinces en guerre.
Pendant plus d'un siècle, le Japon est détruit, déchiré par des guerres constantes entre différents daimyo. Chaque seigneur veut tout simplement étendre son territoire sur celui des autres, et pour ça, ils ont besoin d'armées, et ils ont besoin donc de samouraïs. On a souvent cette image un peu stylisée de la guerre à l'époque, deux armées qui se font face, des combats honorables. Mais en fait, en réalité, on est vraiment plus proche de Game of Thrones que du Seigneur des Anneaux. Trahison, assassinat, siège interminable, village brûlé, et j'en passe. Ce qu'on retrouve surtout, c'est une brutalité quotidienne. Les samouraïs étaient entraînés dès l'enfance au maniement des armes, mais surtout à se fortifier face à la mort, fortifier leur esprit et leur réaction à tout ça. Et parmi tous ces chefs de guerre en conflit, 3 noms vont ressortir. Les 3 grands unificateurs du Japon. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. C'est grâce à eux que le Japon finira par être pacifié au début du XIIe siècle. Et c'est Tokugawa Ieyasu qui fondera ce qui sera le dernier grand shogunat de l'histoire. Le shogunat Tokugawa, qui sera basé à Edo, l'actuel Tokyo. Ce shogunat va durer plus de 250 ans, plus de 2 siècles pendant lesquels les samouraïs vont garder leur statut d'élite. Mais par contre, plus de 2 siècles pendant lesquels ils ne vont quasiment plus combattre. Et ça, c'est un tournant très marquant parce que, imaginez, vous êtes un samouraï qui est né fils de samouraï en 1650. Votre père vous a appris à manier le katana et toutes sortes d'armes, à vous battre, à vous forger le mental et le corps. Vous a légué l'armure familiale, le katana familial, mais il n'y a plus de guerre. Ton clan est sous contrôle et tu passes ta journée à trier des registres. Tu gardes des dépôts de riz et t'écris des courriers au gouverneur local. Et c'est ce paradoxe qui va nourrir une profonde crise d'identité chez les samouraïs. Beaucoup se rapprochent justement du Bushido, le code des guerriers. Chapitre 3, le Bushido. L'honneur plus fort que la mort. Parler des samouraïs sans évoquer le Bushido, ce serait un peu comme parler des chevaliers sans parler de la chevalerie. C'est 2 éléments qui sont totalement indissociables. Le Bushido, qui veut littéralement se traduire par la voix des guerriers, c'est le fameux code d'honneur dont on entend beaucoup parler quand on parle des samouraïs. Mais il y a une petite erreur qui est faite en permanence, c'est qu'on croit que c'est quelque chose d'assez simple. Avoir de l'honneur, point. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le Bushido, c'était pas un code écrit, c'était pas quelque chose de figé. Loin de là. C'était une construction vraiment très progressive. Un mélange issu du bouddhisme zen, du confucianisme chinois ou du shintoïsme japonais. Autrement dit, un savant mélange entre la quête d'illumination intérieure, le respect absolu de la hiérarchie et l'attachement mystique aux ancêtres et à la terre. Mais il y a une idée qui revient toujours. L'honneur est plus important que la vie. Et ça, c'est pas juste une phrase pour faire stylé à l'époque. Non, pour les samouraïs, c'était vraiment la honte était pire que la mort. S'il perdait son honneur, que ce soit en fuyant, en désobéissant à son seigneur ou même en survivant à une défaite, il devait se purifier. Et une seule manière de se purifier à cette époque-là, le seppuku, le suicide rituel. Mais attention, le seppuku, qui peut être aussi connu sous le nom de harakiri, n'est pas un simple suicide. C'est vraiment un rituel codifié, précis, presque cérémonial. Le samouraï s'agenouille, s'ouvre lentement le ventre avec un petit sabre, souvent devant des témoins, pendant qu'un second, un ami ou un frère d'armes, se tient prêt à lui trancher la tête pour abréger sa souffrance. C'est à la fois d'une violence extrême et d'une dignité glaçante. Mais attention, le Bushido n'est pas exclusivement tourné que autour de la mort, bien évidemment. Il est là pour valoriser la loyauté, la dévotion et la maîtrise de soi. Par exemple, un samouraï n'était pas censé se vanter, ni céder à la colère ou chercher la gloire. Il devait incarner l'équilibre parfait entre la force et la retenue. Et il n'y avait pas que dans les armes qui devaient exceller. Au contraire, à partir de l'ère Edo, il y avait quasiment plus de guerre, donc les samouraïs devaient être une preuve vivante de la vertu et de l'histoire japonaise. Mais malheureusement, ce code, le Bushido, va être récupéré au 19e siècle et va être instrumentalisé. Parce qu'après la disparition des samouraïs, les intellectuels nationalistes vont le récupérer et s'en servir. Ils vont tout simplement l'apprendre aux jeunes. Et pas pour la loyauté et la droiture, non. Juste pour une obéissance absolue envers l'État. Chapitre 4. La fin d'une ère. La chute des samouraïs. Le samouraï, cette figure mythique du Japon féodal, il va finir par tomber. Tout simplement parce que rien n'est éternel, et comme on n'en a plus aujourd'hui, vous vous doutez très bien qu'il y a un moment où ça s'est arrêté. Mais malheureusement pour eux, ils vont pas se terminer dans une bataille glorieuse, en croisant le fer avec l'ennemi. Non, leur histoire va se terminer dans un bureau, entouré de bureaucrates qui signeront des lois, des réformes et des interdictions qui vont finir par les tuer petit à petit. Beaucoup de choses bougent au milieu du 19e siècle, surtout avec la fin du shogunat Tokugawa, et le vent souffle très fort, et malheureusement, pas dans la bonne direction pour les samouraïs.
On en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, je vous mets d'ailleurs les liens des vidéos qui en parlent dans la description. Mais ce qui va surtout faire bouger les choses, c'est en 1853. L'arrivée du Commodore Perry et de ses fameux bateaux noirs, les Kurofune. Les Américains ouvrent la baie d'Edo, le Japon est forcé de voir son retard sur le reste du monde d'un point de vue que ce soit technologique ou militaire, et c'est un bouleversement sans précédent. Parce que oui, la restauration Meiji va faire table rase du passé, et l'empereur, jusqu'à présent une figure, comme on a dit, très symbolique, va reprendre le pouvoir. Et surtout, il va vouloir moderniser le pays à marche forcée. Le gouvernement souhaite créer une armée nationale, centralisée et surtout ouverte à toutes les classes sociales. Mais les samouraïs étaient jusqu'alors la seule autorité à porter le sabre et à faire la guerre. Leur statut était sacré, et ce changement d'image ne leur plaît pas trop. Alors, essayez d'imaginer ce que ça donne quand un paysan, hier encore méprisé, se retrouve à porter un uniforme officiel. Pendant que l'ancien seigneur, lui, doit déposer son sabre et aller cultiver ses terres pour survivre. Entre 1873 et 1876, tout s'accélère dans l'espace de 3 ans. L'armée devient obligatoire pour tous les hommes de la nation, le port du sabre dans les espaces publics devient totalement interdit, et surtout, les pensions des samouraïs sont annulées. C'est la fin d'un monde et tout ne se passe pas sans accroc. Un nom incarne cette fin tragique, Saigo Takamori. Ancien samouraï, héros de la Restauration, il va devenir le symbole de la résistance désespérée. En 1877, il mène la célèbre révolte de Satsuma, avec des milliers d'anciens samouraïs révoltés contre ce nouveau Japon qu'ils ne reconnaissent plus du tout. C'est pas juste une rébellion armée, c'est un chant du cygne, une guerre perdue d'avance, menée par des hommes qui refusent de voir disparaître ce en quoi ils ont toujours cru et vécu. Leur arsenal est dépassé, leur armée mal organisée. Face à eux, des soldats modernes avec des armes importées d'Europe. Mais jusqu'au bout, ils se battent avec honneur. Et lorsque Saigo Takamori est blessé, il choisit de se donner la mort, selon les codes du seppuku, plutôt que d'être capturé. Son corps ne sera jamais retrouvé, ce qui fera qu'ajouter à sa légende. Et il y a quand même quelque chose d'assez bouleversant dans tout ça, c'est vraiment pas juste une défaite militaire, c'est tout un pan de la culture japonaise qui se fait renverser. Les samouraïs, qui à l'époque étaient une classe d'élite, renommée et aimée de tous, se retrouvent déclassés, parfois même moqués. Ils passent de maîtres de la guerre à simples citoyens, sans terre ni titre. Alors non, les samouraïs ne sont pas morts à la guerre, ils sont morts du fait du changement d'un pays, qui ne pouvait plus vraiment se permettre le luxe du passé. Il devait s'actualiser. Et c'est peut-être cette chute très lente, très dramatique, qui les aura ancrés dans la culture et dans l'esprit du Japon. À jamais. Chapitre 5. Les samouraïs dans la culture moderne. Aujourd'hui, les samouraïs sont vraiment devenus une part entière de la pop culture japonaise et même mondiale, j'ai envie de vous dire. On les retrouve dans des films, des jeux vidéo, des mangas, des animés, partout en fait. Ils incarnent vraiment un mélange d'honneur, de discipline et de mystère. Prenons tout simplement l'exemple de Ghost of Tsushima. Ce jeu plonge les joueurs dans l'univers des samouraïs pendant l'invasion mongole. Il capture à la fois leur sens de l'honneur et leur côté humain, mais cette image très romantique est parfois loin de la réalité historique. Les samouraïs étaient aussi des êtres humains avec leurs défauts comme tout le monde. Certains étaient brutaux, d'autres opportunistes. La pop culture a une légère tendance à lisser ces aspects pour faire des héros quasi parfaits. Mais on peut en venir à se demander pourquoi est-ce que les samouraïs fascinent toujours autant, même des siècles après leur disparition. Conclusion. L'héritage des samouraïs. Les samouraïs sont bien plus que des figures du passé, ils sont vraiment quelque chose qui a marqué l'esprit des Japonais et du monde entier au final après l'exportation de leur culture, tout simplement parce qu'ils représentent un idéal d'honneur. Leur histoire a été quelque peu déformée au fil des siècles et à travers la pop culture, mais le fond reste le même. Donc au final, est-ce que c'est pas mieux qu'on les glorifie un petit peu, toute l'influence qu'ils ont eue sur le pays? Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Pensez à lâcher l'abonnement, le like et la cloche. A plus dans une prochaine vidéo. Ciao.